On poursuit sur notre deuxième table ronde qui sera plus consacrée au diabète au travail. Donc, je vous les avais présenté tout à l'heure. Donc, on a des intervenants professionnels et aussi des témoins. Donc Dr Fauquenberg qui représente Intermetra. Donc, comme je disais un petit peu dans ce propos introductif, on le voit bien, la maladie a une fois installée, a beaucoup de conséquences, peut avoir énormément d'incidences sur la situation de travail et l'employeur est dans son devoir d'accompagner aussi cette situation. Alors, tous les diabétiques ne sont pas handicapés, on l'a vu aussi un petit peu dans cette première partie. Chaque cas est à envisager un petit peu de manière individuelle, selon la situation de travail, selon toutes les caractéristiques qu'on peut retrouver par rapport à la maladie. Donc, pour pouvoir vivre avec, alors je vais vous passer un petit peu le micro pour nous dire un petit peu comment vous vous y prenez, vous en tant que médecin du travail, pour accompagner les diabétiques en situation de professionnelle. Oui, alors merci beaucoup d'abord aux organisatrices de cette manifestation. C'est un sujet ô combien important pour nous, effectivement, le maintien en emploi notamment. Et donc, diapositive suivante. Je vais déjà effectivement évoquer un peu la question qui a été évoquée par le professeur Noblecourt. Le professeur Noblecourt, tout à l'heure, elle nous parlait des métiers interdits. Effectivement, il y a cette fameuse loi du 6 décembre 2021 qui a changé un petit peu la donne, puisqu'il y a un comité, effectivement, qui est mis en place pour l'examen des textes pour 3 ans. Et ce comité, en fait, a levé un peu ces restrictions sur certaines professions. Et donc, il n'y a pas d'interdiction, mais c'est une gestion au cas par cas. Comme vous l'a dit tout à l'heure, le professeur Noblecourt, les diabètes sont différents. Les situations individuelles sont différentes, les postes de travail sont différents et il semblait effectivement tout à fait licite de s'adapter à effectivement des situations totalement différentes individuelles. Voilà. Diapositive suivante. Alors, on va parler un petit peu de l'aménagement raisonnable et donc là je suis sous le contrôle du défenseur des droits. L'aménagement raisonnable est un concept extrêmement important. Il permet une égalité de traitement entre les personnes effectivement porteuses de handicap et les autres travailleurs. Il est effectivement important parce que cet aménagement, ça peut être une adaptation du rythme de travail, ça peut être l'achat de matériel, ça peut être aussi une accessibilité aux locaux effectivement qui est facilitée. Et en même temps, cet aménagement raisonnable ne sera possible qu'avec une déclaration travailleur handicapé. Une déclaration travailleur handicapé, est-ce qu'on peut l'avoir pour tous les diabètes? Pas forcément. Et donc, quel est le problème que va se poser la MDPH qui va devoir prendre cette décision? Elle va analyser encore une fois au cas par cas la situation personnelle, mais aussi professionnelle. Et c'est là où nous, médecins du travail, on va intervenir. On va pouvoir argumenter sur le contenu du poste de travail, des tâches de travail, qui mettent finalement en jeu le maintien en emploi de la personne, voire même des fois la sécurité. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on défend au cas par cas pour ces problèmes-là. Alors, donc des fois, effectivement, on a des salariés qui nous disent ben non, ça ne va pas marcher, ou des agents qui nous disent ça ne passera pas à la MDPH. Mais si on a un dossier qui est suffisamment étayé, effectivement, il faut absolument le tenter. Là, vous avez un exemple d'un fonctionnaire, donc agent technique territorial, donc effectivement des établissements d'enseignement, qui en fait s'occupe de l'entretien des locaux, mais également fait un poste d'agent d'accueil. Et donc, de facto, exposé quand même à une station debout prolongée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les exigences du poste de travail qu'il nous faut impérativement analyser. Donc, c'est quelqu'un qui est exposé à une station debout prolongée, qui est exposé à une marche également prolongée. Donc, tous ces facteurs-là, ils vont être documentés. On va analyser effectivement toutes les tâches de travail et pas seulement
la fiche de poste, pas seulement ce que va nous donner l'employeur. C'est le travail réel. Le travail réel qui est effectué par l'agent. C'est une personne qui est atteinte de neuropathie diabétique. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, les complications du diabète sont effectivement des éléments très importants à prendre en compte. La neuropathie diabétique, elle va se manifester comment? Ça peut être des engourdissements, des fourmillements dans les jambes, mais ça peut aussi se manifester par une faiblesse musculaire. Donc on a un manque de force effectivement dans les jambes, ce qui fait que quand on va marcher longtemps, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on va rester debout de façon prolongée, ça va être aussi plus compliqué. Et donc cet aménagement raisonnable permet déjà de mettre des moyens simples, parce que c'est des tout petits riens qui vont changer tout en réalité. Hein. Ce sont des moyens très simples et pas forcément disproportionnés pour adapter le poste. Hein. Donc là, par exemple, quelqu'un qui est plus resté en agent d'accueil, qui est chargé effectivement d'accueillir les parents et les élèves, avec un tapis anti-fatigue. Un tapis anti-fatigue, ça va permettre d'éviter la contrainte qu'on a effectivement pour la station debout prolongée, mais aussi le siège assis debout. Donc c'est une personne qui, du coup, a été maintenue et qui, en tout cas, ne pose pas trop de problèmes, effectivement, dans son travail. Voilà, merci, parfait. Alors donc, on a un autre cas, un technicien de maintenance. Technicien de maintenance qui, encore une fois, dans les complications du diabète, a une atteinte rénale, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va faire régulièrement effectivement ces bandelettes urinaires, ces dépistages ou ces examens urinaires pour rechercher la néphropathie diabétique. Et donc une personne qui se retrouve avec une insuffisance rénale, qui est dialysée 3 fois par semaine, et bien sûr dans un état, une fatigabilité importante, et technicien de maintenance, alors bah oui, c'est quand même un travail très sollicitant, très exigeant physiquement, et il est du coup très important que cette personne puisse en tout cas avoir au moins un temps partiel thérapeutique lui permettant déjà pour sa reprise de travailler déjà la moitié du temps. Mais aussi on a pu mettre en place pour cette personne ce qu'on appelle le congé longue maladie, mais fractionné pour les dialyses notamment, parce que le problème se posait, soit effectivement la personne bénéficie donc d'un arrêt maladie, ou alors effectivement cette personne, si elle souhaite effectivement continuer à travailler, elle peut bénéficier d'un congé longue maladie. L'autre contrainte qu'il y avait au poste de travail, c'était le port de charge, et parfois du port de charge lourde. Donc ce port de charge, en fait, on l'a compensé avec une aide à la manutention. C'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement trouvé des équipements qui existent, qui sont spécifiques pour porter, mais encore une fois, tout est adapté parce que ça dépend de ce que vous portez comme charge. Si effectivement vous êtes amené à porter des moteurs, des compresseurs, ce n'est pas les mêmes aides à la manutention qu'on peut mettre en place. Donc il faut vraiment à chaque fois adapter les possibilités. Vous verrez pas, mais je vous dis la suite. Alors donc, un agent administratif atteint de rétinopathie diabétique travaillant sur PC. Alors effectivement, encore une fois, une complication du diabète. La rétinopathie diabétique, en fait, comme son nom l'indique, ça atteint la rétine qui effectivement permet donc l'acuité visuelle. Et donc ça peut occasionner des fois une vision floue, ça peut occasionner donc des problèmes pour la vision nocturne, ça peut occasionner une déformation des images et des lignes notamment. Et c'est des salariés pour lesquels on est parfois obligé donc de mettre en place une aide pour d'abord l'éclairage, des filtres anti-éblouissement, mais également ce qu'on appelle des téléagrandisseurs qui vont agrandir l'écran pour une personne effectivement qui travaille sur écran. Donc tout ça effectivement, c'est important que le salarié ou l'agent soit en confiance avec effectivement le médecin du travail pour qu'il s'ouvre. Parce que malheureusement, on a encore beaucoup de salariés ou d'agents qui ne nous confient pas leur pathologie, leur diabète. Et donc effectivement, des fois on le découvre tardivement, alors que la mise en place d'un aménagement aurait pu être faite et vraiment aurait été vraiment nettement, ça aurait pu nettement améliorer le maintien. Hein. Et enfin, donc l'autre cas évoqué, c'est un technicien qui est amené à effectuer donc en fait du travail en hauteur. Et cette personne en fait avait déjà des hypoglycémies récurrentes, avait des difficultés à maintenir une glycémie correcte, et donc il a eu l'idée de mettre en place une pompe à insuline. La pompe à insuline, l'objectif de la pompe à insuline, c'est d'avoir une glycémie vraiment avec une injection de basale régulière, qu'on soit effectivement à une glycémie correcte. Le problème, c'est que même avec la pompe à insuline, malheureusement, on avait quand même des hypoglycémies récurrentes.
Alors, vous savez que effectivement, quand on a une pompe, ça va nous signaler, tiens, ça sonne, tiens, il y a une hypoglycémie. Donc, il peut effectivement adapter sa glycémie. Donc, le versant médical est toujours à bien appréhender avec le spécialiste. Donc, on se rapproche effectivement très souvent du spécialiste ou de généraliste qui suit pour améliorer le traitement, améliorer la prise en charge. Et également, on va voir les adaptations avec le poste de travail. Là, vous voyez le risque avec le travail en hauteur. Même s'il y a des alertes, c'est comme le risque de la sécurité. Si effectivement il y a une hypoglycémie avec une perte de connaissance, le risque est là. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Effectivement, on a fait intervenir donc Cap Emploi parce qu'il a été reconnu effectivement travailleur handicapé, et également avec la nécessité d'un travail adapté au sol parce que le travail en hauteur était finalement assez limité, qui nous permettait quand même d'adapter son poste, et également une aide au maintien. Je vais juste insister quand même sur quelque chose d'important. Effectivement, la charge mentale, c'est quelque chose qui revient très très souvent pour nos agents, nos salariés. Et effectivement, ils ont déjà leur pathologie à gérer, une organisation et une anticipation exceptionnelle. Et ça, c'est très important. Et ce qui peut perturber quand on a effectivement, comme le disaient les autres intervenants, un environnement de travail, en tout cas pas favorable. Donc ça, c'est pas évident. J'insiste aussi pour les associations de diabétiques, parce que ça, c'est très important de pouvoir mettre les personnes avec d'autres salariés ou agents qui vivent la même chose qu'eux. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, dans l'organisation, parce que les bonnes idées se partagent, et ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, je parle aussi de tout ce qui est pause, parce que des fois, bon, on a des fois des employeurs qui râlent un petit peu quand on met il faut des pauses, il faut du télétravail. C'est parfois mal vécu, mais effectivement, il y a des pathologies derrière. Donc ça, il faut le savoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a une question, je pense que c'est juste pour compléter. La charge de travail d'un agent RQTH est-elle réduite par rapport à celle d'un agent valide? Alors, j'ai des petits commentaires, mais j'arrive pas bien à lire. C'est par rapport aux objectifs de service, je me dis. Est-ce que la question, si quelqu'un veut bien la compléter, est-ce qu'il y a effectivement une diminution des objectifs? Mais je pense que voilà, vous allez réagir là-dessus. Là, encore une fois, le défenseur des droits est là. Donc, effectivement, l'aménagement raisonnable nous permet de faire cet aménagement. C'est-à-dire que si effectivement on a une reconnaissance travailleur handicapé, on peut effectivement mobiliser l'aménagement raisonnable et l'employeur peut difficilement se soustraire à cette obligation. Donc c'est... Alors, on n'a pas d'autres questions. Vous avez été complet. Merci, docteur, de cette intervention. Je vous propose en fait d'entendre le témoignage de Monsieur Grimont-Pré, donc qui est du secteur hospitalier, qui est logisticien donc au Shore. Alors, vous avez 42 ans, si je ne m'abuse, c'est ça? J'ai 44 ans. 44. Alors, et donc, c'est bien à l'âge de 42 ans, en fait, que vous avez intégré l'hôpital via un contrat d'apprentissage. C'est ça. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu, voilà, avec l'arrivée de votre maladie, et puis vous m'aviez expliqué aussi que votre parcours professionnel était dans un premier temps dans le privé, et que avec la maladie, ça a été peut-être une manière d'intégrer le secteur public. C'est ça, oui. En fait, moi, je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 3 ans. Ça date de l'année 83, donc j'ai connu toutes les évolutions de ce qui existe en termes de traitement. Et j'ai commencé dans le privé et j'ai demandé une reconnaissance RQTH autour de l'année 2010. Et j'ai intégré le Shore il y a 3 ans en tant qu'apprenti. Et maintenant, je suis en CDD depuis 1 an. Et donc, justement, par rapport à votre situation professionnelle, il y a eu des aménagements qui ont été mis en place. Est-ce que... J'ai pas eu spécialement besoin d'aménagement parce que mon diabète est bien équilibré. J'ai une boucle fermée, en fait, depuis que ça existe. Je l'ai fait dès le départ. Je crois que vous avez la dernière pompe à insuline dont parlait le docteur Nobecourt. Ouais. Okay. C'est filaire, moi, par contre, mais ça me dérange pas plus que ça.
Donc vous êtes suivi de près par votre diabétologue. Ouais, Vous faites- je suis nord par le docteur Floss. Oui. Et donc vous faites tout pour réguler votre diabète en plus de la boucle Ouais, fermée. sport, je fais pas mal de sport. Ça aide beaucoup dans l'équilibre. Et l'alimentation, je fais attention aussi, mais comme on a dit, on compte les glucides, donc on mange ce qu'on veut, quoi. Et la seule petite contrainte que vous me disiez par rapport à votre travail, c'était de ne pas être sur un poste isolé. Et ça, le CHOR avait, enfin en tout cas pour voix. Oui. Oui, parce qu'en fait, nous, dans la semaine, on a une journée où il y a une personne qui reste plus tard pour assurer les demandes tardives, quoi. Et du coup, normalement, on reste seul, mais moi, du coup, il me laisse pas seul. Il y a toujours un responsable qui reste avec moi. Ok. Ouais. Et un autre point qu'on avait abordé aussi ensemble, c'était votre volonté alors pas d'afficher, mais en tout cas d'en parler ouvertement avec l'employeur. Donc vous disiez qu'ils avaient su assez rapidement un petit peu votre situation de santé et que c'était important tout de suite, pour parce vous. que je suis rentré directement. C'est un peu grâce au diabète que j'ai pu rentrer à l'hôpital. Ça, c'est une bonne chose. Au moins, si la maladie peut vous faire un tremplin professionnel, retenez ça alors. Bah ouais, c'est le cas là, en fait. Très bien. Et du coup, ils l'ont su tout de suite. Et même dans mes collègues, il y en a qui connaissaient déjà quelqu'un de diabétique. Donc, même s'il y aurait une hypo, ils savent, ils connaissent la maladie aussi, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent repérer aussi comment vous communiquez en fait entre vous. Si ça m'est arrivé une fois de faire une hypo où j'ai dû faire une pause. Et ouais, ils le voient parce que ça, en fait, je deviens vraiment pâle, quoi. Oui. Et du coup, ils l'ont vu et ils ont été me chercher à manger, quoi. D'accord. Bon, donc il n'y a pas eu de sensibilisation, mais en tout cas c'est vous qui les, on va dire qu'il est formé un peu au quotidien sur l'évolution. Ouais, et il y en a un qui y avait déjà quelqu'un de diabétique dans sa famille, donc il savait comment réagir, quoi. D'accord. Ok, merci. Alors Clara Cartier, vous êtes référente handicap, hein, donc au CHOR et pour le PSMR, hein, pour les deux structures. C'est ça. Alors, c'est vrai que quand M. Grimont-Pré dit qu'il est rentré grâce au diabète, en fait, c'était ma prédécesseuse donc, qui était là, qui l'a accompagné au départ. Donc, il me semble que, si je ne me trompe pas, M. Grimont-Pré s'est directement adressé à la référente handicap pour voir s'il était possible de faire un apprentissage au sein du CHOR. Donc voilà, c'est par cette porte-là que ça s'est fait. Après, c'est vrai que M. Grimont-Pré est très indépendant. Enfin, voilà, il ne nous sollicite pas. Nous, de notre côté, en revanche, ce qu'on a mis en place, c'est la sensibilisation auprès des managers sur la politique handicap, l'accompagnement des agents et notamment les handicaps invisibles. Donc voilà, on va dire que c'est par ce biais indirect qu'on accompagne M. Grimont-Pré aujourd'hui. D'accord. D'autres personnes en situation de handicap invisible ou de diabète que vous avez Oui, tout à fait. Oui, il y en a. Après, en tant que référent handicap, les agents sont libres de nous livrer leur pathologie ou pas. C'est toujours ce qui est un peu complexe et à la fois qu'on respecte complètement. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est de comprendre les conséquences de la pathologie sur le poste et non pas forcément connaître en telle la pathologie. Mais oui, on a connaissance d'agents diabétiques. Et c'est pas des agents qui vont le plus nous solliciter. Ils sont majoritairement quand même assez indépendants. On a vu quand même dans la première partie, même à l'intervention du docteur Nobecourt, qu'il y avait beaucoup de peur, enfin en tout cas d'afficher un petit peu sa maladie. Donc c'est vrai que pour les référents handicap qui sont là, c'est peut-être aussi une écoute encore plus attentive à certains signaux, à certains éléments qui peuvent être dans le suivi médical qui commence à être un petit peu régulier. Donc voilà, il faut pouvoir aussi ouvrir cette discussion avec l'agent
sans aller trop loin, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis à l'hôpital, bon, comme dans d'autres structures, hein, d'autres établissements, on a quand même du personnel soignant, donc qui est toujours debout, enfin vraiment avec des gros efforts physiques également. Donc ça vient ajouter, voilà, on va dire des complications entre guillemets sur la gestion parfois de la pathologie, la fatigabilité, etc. Oui. Et l'adaptation aussi aux prescriptions médicales qui ne sont pas toujours évidentes quand À on est mettre sur en des place. métiers Non, ça c'est clair. Ouais. bien identifiés, hein. Mais, Tout à fait. mais bon. Et il y a aussi le fait que les personnes sont assez mobiles et cherchent toujours à être insérées. Donc, on peut leur faire confiance aussi sur leur volonté de changer de métier, d'essayer voilà, de faire d'autres postes Ouais, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, hein, les soignants et même sur d'autres professions ne sont pas soignants pour rien, hein, par conviction. Donc oui, c'est l'accompagnement à ça, parfois malheureusement au deuil du métier, mais on essaie de les accompagner en ce sens. Ouais. Merci beaucoup, Clara. Merci. Monsieur Narsama. Donc, Monsieur Narsama, vous témoignez pour les diabètes de type 2. Alors, il y a beaucoup de personnes derrière vous, hein. Effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Monsieur Narsama Erwan, j'ai 42 ans. Depuis peu, j'ai découvert que j'avais un handicap invisible, le diabète de type 2. Suite à un malaise, j'ai été hospitalisé et après nombreux examens, on a découvert que j'avais un dysfonctionnement de la thyroïde et un diabète de type 2. Donc, suite à cela, je suis suivi médicalement au CHOR, justement, par un autre endocrinologue qui est docteur Katina. Donc, je le vois tous les 3 mois pour mon suivi diabétologique. Et donc, depuis peu, ils m'ont installé aussi le patch pour pouvoir prendre ma glycémie, pour pouvoir réguler ma glycémie constamment. Donc, voilà, ça me permet de gérer mon alimentation aussi, le fait d'avoir constamment ma glycémie. Donc, vous faites attention alors aux Oui. horaires de repas, Aux horaires de repas, à ce que je mange. Puis bon, je suis amené à faire beaucoup d'activités physiques, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, hein. Mais c'est en cours. c'est dans la tête. Allez. Voilà, c'est en cours. Donc là, on est vraiment suite à un AVC. Donc vous êtes un peu un AVC, en tout cas un accident, un malaise. Et Oui. on est au début un petit peu de ce parcours. Je suis au début d'un diabète de type 2. Alors, comme traitement, j'ai une injection tous les soirs et une injection par semaine. Et un suivi médicamenteux 3 fois par jour. Voilà. D'accord, ok. Et la RQTH, du coup, vous avez fait la démarche? Oui, alors suite à ça, j'ai fait une demande de RQTH. J'ai pu l'obtenir. Et du coup, ce que la collectivité a pu faire pour moi, c'était juste un changement de service. Parce que là, le service où j'étais auparavant, je générais trop de stress. Et du coup, on m'a changé de service, d'où le service prévention santé. Hein, donc, c'était une prescription du CDG, hein, vous, hein? Oui. D'accord, hein, la médecine du travail. Oui. Ok. Donc, la seule contrainte, un peu aussi aujourd'hui, c'est avoir un métier sans stress, quoi. Voilà. Ok. Messieurs, dames de la mairie de Saint-Paul, du service de prévention, donc vous avez un petit peu pu relayer ces situations. On reviendra sur la situation de Georgette après, qui n'est pas directement concernée par le diabète, mais par un handicap invisible. Donc, je restais sur le diabète dans un premier temps. Alors, comment Monsieur Narsama finalement est arrivé un petit peu dans votre service? Voilà, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Et puis un petit mot sur la convention aussi. Est-ce que dans quelle mesure la convention peut être un levier aussi dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap et diabétiques en particulier?
Ok. Bonjour à tous. Donc, Tuapin Kevin. Bon, je ne suis pas référent handicap pour en parler. Je suis chargé de mission. La référente handicap est avec moi, Madame Thomas. Pour Monsieur Narsama, simplement, on a aussi en charge nous tout ce qui est reclassement, mobilité, etc. Et du coup, en fait, dans les CMA, simplement avec la médecine du travail, quand on a vu le dossier, en tout cas, de Monsieur Narsama, on lui a proposé une immersion, en fait, sur un poste de coordonnateur de prévention. Donc, suite à l'essai, ça a été concluant et donc il a intégré le service. Et donc, on adapte au fur et à mesure, en tout cas, les missions et son poste en fonction de ses besoins. Oui. Bon, comme pour les autres témoins qu'il y a eu, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas eu d'impact, en tout cas, de son diabète sur le poste de travail. Mais bon, après, dans tous les cas, s'il y a besoin, on est à son écoute et on sera là pour adapter son poste. Il peut y avoir un allongement du temps de travail par rapport aux soins médicaux? Oui, il peut y avoir des aménagements de temps de travail, il peut y avoir du télétravail potentiellement s'il y a besoin. Oui, voilà, de ce côté-là, on est quand même flexible. On a quand même la chance d'avoir une collectivité qui reste quand même à l'écoute et qui prend soin, en tout cas, au maximum des agents. Et on a une bonne collaboration avec la médecine du travail aussi, qui fait qu'on arrive à avoir, on va dire, une régulation et un taux en croissance, notamment du coup pour la convention, on a atteint 6,57% là, donc c'est en croissance. On essaye d'augmenter la sensibilisation, notamment, on essaye de lancer beaucoup d'actions autour de ça, de tous les types de handicap, parce que la sensibilisation sera la base de toute façon du plan d'action, en tout cas de ce côté-là. Et oui, la convention forcément nous a aidé à adapter énormément de postes, à faire des événements. Enfin, on est quand même actif là-dessus. On a une équipe qui grandit, on va pas dire de jour en jour, mais qui grandit quand même beaucoup. Entre mon arrivée et là, on va être plus ou moins 7 agents qui va prendre la partie handicap et prévention, pas que la partie handicap. Voilà. Je sais aussi que vous avez un service OMS sport, sur lequel il y a une prescription médicale pour le sport. Est-ce que vous voulez juste... Il y a eu des opérations qui ont été menées, il me semble, l'année dernière en partenariat avec le service OMS Sport. Oui, effectivement, on a l'Office municipal des sports qui organise une journée sport santé et on a aussi la mise en place du sport sur ordonnance. Donc les personnes qui ont des maladies chroniques, qui sont en situation de handicap, ils peuvent passer par le médecin traitant pour une prescription de sport sur ordonnance et avoir une prise en charge à l'OMS. D'accord. Okay. Donc un rapprochement de services. Ok. Merci à vous. Georgette. Donc je vous présente Georgette Mourvin, qui était très, très impressionnée de pouvoir s'asseoir à la table ronde. C'est une première, c'est tout à fait normal, je pense. Tout à fait. Donc, vous êtes aussi assistante dans le service santé-prévention, mais vous avez déjà un parcours professionnel au niveau de la mairie de Saint-Paul. Oui, oui. Est-ce que vous voulez bien nous dire, alors, on a dit que vous aviez un handicap invisible. J'en ai 4, il y en a pas un, il y en a 4. Voilà. J'ai tiré le gros lot. Et mon parcours professionnel à la mairie de Saint-Paul, c'est que j'ai commencé comme assistante maternelle. Après, c'était compliqué pour moi. J'ai parcouru un petit peu d'autres services en piscine aussi. Beaucoup d'allergies. Impossible de rester dans le service. J'ai travaillé au CCAS. Je m'occupais des sans domicile fixe. Pareil, c'était un peu compliqué. La charge mentale. Mais 2004, il s'est passé quelque chose. Oui, 2004, j'ai eu le chikungunya. C'était bien avant l'épidémie. Et mon médecin ne savait pas c'était quoi. Comme je n'ai pas été traitée, et suite au chikungunya, j'ai eu une maladie que moi-même je ne connaissais pas. Mais c'est un lupus. Je ne connaissais pas. J'étais un petit peu surpris. Mais j'ai entendu ce mot-là avec... dans les séries télévisées, quoi.
Docteur House, voilà. C'était comme un médecin m'a annoncé ça, mais j'étais un peu choquée. Et puis, suite à ça, il y a eu d'autres pathologies, il y a eu d'autres maladies après. Mais le lupus, c'est le chikungunya qui a déclenché le lupus en 2004. Et ça a déclenché après, en tout cas, le changement de service, puisque à chaque Ouais, fois, parce il y avait beaucoup d'allergies, beaucoup de une fatigue. complication. Voilà. Et puis, en 2019, j'étais à la restauration scolaire. Pareil, charge mentale, trop. J'ai demandé à faire une élimination. Je suis arrivée au service santé prévention pour l'élimination. Comme c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus... la charge mentale, c'était pas énorme, j'ai demandé mon intégration chez eux. Et depuis, ça se passe bien. Aménagement de poste, siège ergonomique, au pose-pied, double écran, comment on appelle ça encore, le support document. Ouais. Tout a été fait. Tout a été fait. En matière d'amélioration des conditions de travail, on a vraiment adapté. Quand on a 4 types de handicaps pathologies. invisibles, c'est un peu compliqué. Bon. Mais vous êtes là parmi nous et en tout cas, vous avez l'air bien épanoui par rapport à votre travail. Oui, ça fait pas longtemps que je suis épanouie, depuis 1 an et demi, 2 ans, on va dire, parce que j'ai changé de service et je suis tombée dans une équipe aussi compréhensible, que ce soit le responsable, même référent, même chargé de mission, avec une équipe vraiment, vraiment bien. Et je pense qu'on est on est tolérant aussi, et puis on respecte aussi, c'est par rapport à ça qui fait que je suis bien. Et puis en plus, qui mieux que vous peut parler aussi du handicap, de la maladie, puisqu'aujourd'hui vous intervenez en soutien donc de Mélissa et de Kevin. Voilà. Donc voilà, vous pouvez aussi vous servir de votre expérience. Mon expérience pour aider les autres aussi. En tant que patient expert, n'est-ce pas, Madame Leleu? Oui, patient expert. Ça me permet, merci beaucoup, Georgette. Merci. Vous êtes bien sortie. Bravo. Vous pouvez l'applaudir. Ça me permet de faire la transition avec donc l'éducation thérapeutique du patient. Donc on a Rosalie Leleu qui intervient pour Étape Santé. On a vu dans les différents témoignages qu'il y a vraiment cet apprentissage de la maladie, cette découverte du diabète en particulier, mais des autres handicaps, que cette phase d'appréciation, d'acceptation de la maladie est très importante. Alors, comment vous intervenez, vous, le TPE, auprès des personnes et en milieu professionnel ? Bonjour à tous. Ce que je voulais dire, c'est que l'éducation thérapeutique, déjà, c'est valable pour toutes les maladies chroniques. Donc là, je vais vous parler du diabète, parce que nous, on porte un programme sur le diabète de type 2. Mais il faut savoir que c'est valable pour toutes les maladies chroniques et c'est important, je pense, d'informer que toutes les personnes qui portent des maladies chroniques peuvent avoir accès à des programmes d'éducation thérapeutique et de l'accompagnement. Donc, je vais déjà dire ça. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un programme qui s'appelle Run Diabète. C'est un programme sur le diabète de type 2 qui est financé par l'Agence régionale de santé, qui fait partie aussi des plans régionaux de santé et qui permet aux patients d'avoir accès à un programme d'éducation thérapeutique en proximité. Donc, il est déployé sur toute la Réunion, sur toute l'île. On a des éducateurs qui sont des professionnels de santé, qui sont formés à l'éducation thérapeutique et qui vont pouvoir accompagner les patients en proximité grâce aux salles qui nous sont mises à disposition dans les communes. Donc on est partout sur l'île et nous, notre rôle, c'est un rôle vraiment d'accompagnement, de soutien et ça permet aux patients de développer des compétences. Donc comment ? En participant à des ateliers pour, par exemple, mieux comprendre sa maladie, le suivi. On a aussi une séance sur l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, parce que c'est important, on en a parlé. Il y a beaucoup de patients qui nous disent moi, ce qui me pose problème dans ma maladie, c'est la gestion du stress. Donc, on a un atelier là-dessus. Les patients choisissent les séances auxquelles ils veulent participer. Et il faut savoir que les compétences qui vont être développées, elles vont permettre
à la fois de développer de son côté personnel, c'est-à-dire mieux comprendre sa maladie, ça va nous permettre de mieux agir, mais aussi au niveau professionnel, parce que toutes les compétences qui vont être acquises, on va pouvoir les mettre en lien avec sa sphère professionnelle. Ça permet aussi d'avoir moins de complications du diabète. Ce qu'on comprend par là, qu'il y aura peut-être moins d'arrêts maladie par la suite. L'idée, c'est de rendre acteur la personne. C'est qu'elle comprenne mieux pourquoi elle doit faire ces choix-là, qu'elle puisse aussi effectuer des changements d'habitude. Par exemple, sur l'alimentation, quand on comprend mieux ce que c'est l'équilibre alimentaire, quand on comprend mieux comment on doit composer son assiette, qu'est-ce qu'on doit ajouter, qu'est-ce qu'on doit diminuer, qu'est-ce qu'on doit augmenter, ça nous permet de mettre en place des changements et qui sont durables après dans le temps. Et puis, c'est un effet aussi bénéfique pour toute la famille, l'entourage, parce que quand on commence à faire peut-être attention à son alimentation, les autres vont dire tiens, tu changes ton alimentation, ouais, j'ai fait de l'éducation thérapeutique, et puis ça peut aussi permettre aux autres de changer, parce qu'en fait, on va le redire, mais tout ce qui est dans l'éducation au niveau nutritionnel, c'est ce qu'on doit tous faire, pas seulement les gens qui sont porteurs ou concernés par le diabète, mais c'est vraiment sur la population générale. Et puis, ça permet aussi de l'échange avec les autres. Les ateliers vont permettre aux personnes d'échanger. C'est vraiment basé sur, c'est pas des cours, mais c'est vraiment de l'échange, de la discussion. Comment tu fais toi ? Moi je fais comme ça. Moi je peux mettre ça en place. Voilà. Donc il y a aussi cet esprit vraiment d'être dans un groupe, de partager la même réalité. Exactement. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait sur les patients partenaires. Donc il y a aussi des patients qui ont envie de s'engager, qui ont une maladie chronique et qui après ont envie d'apporter aux autres ce que ça leur a appris finalement dans la vie. Et donc l'éducation thérapeutique, elle peut permettre aussi à certaines personnes d'accompagner les autres. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et donc du coup, on peut vous interpeller directement En fait, toutes les personnes qui sont diabétiques de type 2, concernées par le diabète, c'est aussi ouvert aux aidants, peuvent facilement s'inscrire sur ces programmes. C'est un numéro unique, le 0800 444 974. Donc on appelle, on a une plateforme. Et puis après, nous, on donne les dates, les lieux, les horaires auxquels ont lieu les séances. Il y a d'abord un bilan qui est effectué en individuel. On choisit les séances avec l'éducateur. Ensuite, on fait les séances et puis à la fin, il y a un bilan final. Ce que je voulais dire aussi, et ce qui est important, c'est qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure, ça fait 4 ans que le programme existe, qu'il y a de plus en plus de personnes jeunes dans nos programmes et qui travaillent. Et donc, nous, on essaie de mettre en place des séances le samedi matin ou un petit peu plus tard en soirée. Mais que c'est vrai que parfois, certaines personnes peuvent être freinées par l'absentéisme. Justement, quand on a une activité professionnelle, c'est difficile pour les patients de se rendre à des séances d'éducation thérapeutique, alors que c'est quand même primordial dans la prise en charge de toutes les maladies chroniques. Merci beaucoup. Merci à vous tous, en tout cas pour cette table ronde et tous ces enseignements que vous nous avez apportés sur votre histoire de vie et votre parcours. Et bravo à vous pour tenir bon, comme on dit. Bon, on va clôturer un petit peu cette matinée qui a été déjà dense. On vous remercie déjà d'être encore présent dans la salle puisque l'heure avance, le ventre nous rappelle à l'ordre. Un petit mot de Laure Benmoussi qui voulait justement valoriser le travail qui est fait par les référents handicap sur les conventionnements. Non, je voulais déjà parler des aides, Sophie, mais il y a juste... Parle-nous des aides, s'il te plaît, Laure. Merci, Sophie. Donc, bonjour à ceux et à celles que je n'aurais pas encore salués par une poignée de main et voir une bonne bise. Ça fait du bien de vous retrouver aussi nombreux dans cet hémicycle. Et encore merci au conseil départemental pour son accueil. Et je regarde Inès et son équipe.
Je vais être extrêmement synthétique parce que j'ai bien compris que vous aviez faim. Donc, on va quand même faire le job. Simplement, c'est vrai que Jessica et puis David ont très bien en fait expliqué ce qu'était la question, les problématiques de maintien en emploi. Je voudrais juste dire qu'en fait, on peut avoir deux approches. Une approche par le bénéficiaire, et là, le FIP-HFP, comme d'ailleurs la GFIP, et je salue Aïda qui est à nos côtés, qui est la déléguée régionale de la GFIP. C'est vrai que le FIP-HFP donc, soutient le maintien en emploi, que ce soit sur les aides techniques, alors je ne vais pas faire le détail du catalogue là parce qu'on y serait encore ce soir. On se retrouverait plus à l'apéro qu'au cocktail déjeunatoire. Mais donc il y a toutes les aides techniques sur le transport, l'aménagement du poste de travail. Et les aides aussi humaines, j'ai beaucoup entendu, et puis Luc l'a rappelé, la charge mentale que peut provoquer, que demande la situation de diabète. C'est vrai que aussi le FIP-HFP peut mettre en place un soutien psychologique pour prendre en charge le bénéficiaire dans toute sa complexité et aussi dans les différents environnements qui caractérisent son quotidien. Il ne faut pas oublier les aides intermédiaires qui sont coportées à GFIP et FIP-HFP, notamment les appuis spécifiques qui sont réellement des expertises sur le handicap et qui peuvent aussi donner une lumière, un éclairage sur les conséquences du handicap au travail pour le bénéficiaire, mais aussi pour l'équipe. Sans oublier, bien évidemment, la GFIP et le FIP financent Cap Emploi. Il a été mentionné à plusieurs reprises sur son soutien, sur son accompagnement sur les situations qui demandent un regard extérieur sur le maintien en emploi. Alors c'est vrai que là, on ne parle pas de Comet et du dispositif d'emploi accompagné, mais je pense qu'aussi qu'il est important de mentionner ces dispositifs que nous cofinançons et qui aident au maintien en emploi. Et enfin aussi, je voudrais vous faire part de la plateforme de prêt de matériel qui est aussi cofinancée par la GFIP et le FIP-HFP et qui permet aussi, dans l'attente de l'aménagement du poste de travail, d'avoir un matériel adapté puisque parfois on a des délais de livraison avec les prestataires. Si le matériel vient de l'Hexagone, on a parfois des délais de livraison et vous êtes les premiers à le savoir qui sont longs, qui peuvent aller au-delà de 3 mois. Donc ça, c'était l'approche par le bénéficiaire et ensuite on a l'approche par le collectif. Cela a été très bien dit par Jessica et David, comme je le disais tout à l'heure, sur la question de la sensibilisation. Et c'est vrai que le FIP-HFP finance aussi les actions de sensibilisation et de communication, de formation. Il faut pouvoir former les managers. Si un manager n'est pas sensibilisé à la question du handicap, bien évidemment, ça sera beaucoup plus difficile après de travailler sur le besoin de compensation de l'agent. Et puis, bien sûr, la formation et l'accompagnement des équipes, parce que le handicap, ce n'est pas que l'affaire du bénéficiaire, c'est l'affaire, bien évidemment, de chacun. Et je vais conclure sur cette envie de dire que, bien évidemment, le handicap, cela se partage. Merci.